Docteur Simard, bonjour. Nous vous recevons aujourd'hui sur une chaîne YouTube qui s'appelle Soigner en conscience. On voudrait avoir votre point de vue sur la médecine d'aujourd'hui et de demain, et plus particulièrement sur la prise en charge du vieillissement. Vous avez, je pense, une vision très préventive et intégrative de diverses approches. Pouvez-vous nous dire quel est votre parcours et ce qui vous a amené à vous intéresser à ce sujet? Oui, bien sûr. J'ai toujours été passionné par le domaine de la biologie, par le monde vivant, tout ce qui est vivant en général. Et j'ai été touché très tôt dans ma vie par l'importance de la santé humaine, le fait de rester en santé, de faire de la prévention, parce que mon père a été gravement malade alors que j'étais au secondaire. Je n'avais 15 ans à l'époque. Il a fait un très grave AVC qui l'a laissé dans des mauvaises conditions pour 18 ans par la suite. En fait, 18 ans de misère, je vous dirais. Et ça m'a beaucoup conscientisé sur l'importance de mettre toutes les chances de notre côté pour bien vieillir, pour rester en santé le plus longtemps possible. Et j'ai donc complété une formation en biologie à l'origine pour par la suite faire un an de maîtrise à la maîtrise en ressources renouvelables et un passage direct au doctorat en génie génétique à l'INRS, Institut Armand-Frappier à Laval. Par la suite, j'avais démarré durant mes études graduées une première entreprise de biotechnologie qui était spécialisée dans le domaine du syndrome métabolique, entreprise qui a été vendue en 2010 à des intérêts suisses. Et ça m'a permis de me joindre en 2010 à une entreprise de biotechnologie dans le domaine des probiotiques. Par la suite, une seconde entreprise dans le domaine des oméga 3. Et j'ai démarré en 2013 une entreprise spécialisée dans le domaine du vieillissement qui s'appelle Idon Technologies. Et Idon Technologies fait de la recherche au Québec avec 5 universités québécoises, dont l'Université Concordia, avec qui on a fait de grandes découvertes, pour laquelle actuellement on est en nomination pour un prix Innovation. Et je suis aussi au Québec, j'ai siégé sur un grand nombre d'organismes, dont, entre autres, je suis président du comité consultatif du Conseil national de recherche, ça fait déjà 10 ans maintenant, et j'ai été nommé l'an dernier par le Conseil ici au Québec sur la commission de l'éthique en sciences et technologies, qui est une commission permanente du gouvernement québécois. Donc, j'ai toujours eu à cœur la prévention en santé humaine et les découvertes récentes nous montrent en fait que le plus gros impact qu'on va être en mesure d'avoir en prévention en santé humaine vont être dans le domaine des technologies du vieillissement. Et je pense que justement, vous avez ce parcours-là et en plus une pédagogie qui permet de vulgariser tout ce savoir scientifique. Et j'ai été interpellé par votre livre qui résume un petit peu votre travail, qui s'appelle Vivre jeune plus longtemps, allonger votre vie de 20 ans, une promesse forte, et en tous les cas une documentation qui m'a paru digne d'intérêt. Alors, pourriez-vous nous parler en quelques minutes des grands axes de ce livre? Oui, bien sûr. En fait, on a décidé d'écrire le livre parce que les connaissances dans le domaine de la biologie du vieillissement ont fait un bond considérable depuis environ 2010. Et le premier article scientifique qui a été publié, qui a avoué haut et fort qu'on est en mesure d'agir sur le vieillissement humain, a été publié en janvier 2015. Donc, c'est tout récent. Et la même année, en décembre de la même année, on avait un grand scientifique américain qui s'appelle Matt Keberling, qui a publié un article dans la prestigieuse revue Science mentionnant The Ultimate Preventative Medicine, le titre de l'article, donc l'ultime médecine préventive. Et l'ultime médecine préventive, c'est le fait d'agir sur des voies métaboliques associées au vieillissement. Donc, toute la connaissance de la biologie du vieillissement a fait un bond considérable. J'ai donc écrit un livre avec 3 autres professionnels de la santé, un pharmacien, un docteur en pharmacologie et un chercheur dans le domaine de l'Alzheimer de l'Université McGill, avec 2 objectifs précis. Le premier était de crier haut et fort à la population. On est en mesure de faire beaucoup de prévention associée au vieillissement. On sait qu'est-ce qu'il faut faire pour vieillir en santé comme le font les gens des populations centenaires. Et de l'autre côté, c'est beaucoup moins compliqué qu'on le pensait auparavant. Et la science, le bond que la science a fait, toutes les connaissances qu'on a dans le domaine nous permettent aujourd'hui d'identifier réellement les facettes qui sont réellement les plus importantes sur les facteurs qu'on connaissait déjà comme ayant un grand impact en santé humaine. On parle beaucoup habituellement de l'alimentation et de l'activité physique. Il faut savoir que probablement que la facette qui a l'impact le plus important actuellement en santé humaine et sur la longévité, c'est la qualité des relations.
la qualité de notre vie sociale. Et donc, le livre va couvrir tous les paramètres, donc y compris l'alimentation, l'activité physique, la vie sociale et la gestion du stress et de l'anxiété, toujours en considérant dans un contexte de vieillissement, qu'est-ce que font les populations centenaires pour mettre toutes les chances de leur côté pour bien vieillir. Donc, on va parler, entre autres, aussi de l'importance de la personnalité des centenaires. On a découvert que tous les centenaires avaient le même type de personnalité. C'est des gens qui sont fondamentalement positifs, qui ont une grande facilité à exprimer leurs émotions, qui vont aussi faire de l'activité physique dans leur vie quotidienne de tous les jours, qui vont très bien manger sans nécessairement que ça soit très compliqué. Donc, le livre avait un objectif aussi de dire à la population que, d'un côté, les excuses qu'on se trouve tous les jours pour ne pas faire de la prévention sont mauvaises. Je vais vous donner quelques exemples. D'un, on a tendance à penser que ça prend une bonne génétique pour bien vieillir, pour rester en santé plus longtemps. Donc, on a découvert, en fait, que la génétique ne compte que pour 15 à 25 % de la longévité humaine. Le très, très gros impact, le 75 à 85 % qui reste, c'est nos habitudes de vie. C'est pour cette raison-là même que même des maladies épouvantables comme l'Alzheimer, pour lesquelles on peut lire des fois des articles scientifiques qui disent qu'on ne peut pas prévenir l'Alzheimer, eh bien c'est faux. En fait, l'Alzheimer, on avait des niveaux d'Alzheimer au Japon qui étaient 10 fois moins élevés qu'en Amérique du Nord. Et au cours des 5 dernières années, le niveau d'Alzheimer au Japon a augmenté en flèche dû au fait que les Japonais sont en train d'adopter des habitudes de vie telles que les habitudes de vie nord-américaines. Donc, ça veut dire aussi que si on se remettait à vivre tel que les Japonais vivaient il y a 10 ans, on réduirait les niveaux nord-américains d'incidence de l'Alzheimer de probablement un facteur 10. C'est énorme. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire en prévention en santé humaine associées au vieillissement qui vont avoir réellement des impacts considérables. Les gens vont avoir tendance à dire que l'alimentation, c'est compliqué. Mais c'est pas vrai que l'alimentation, c'est compliqué. C'est qu'on se fait bombarder d'informations, les gens perdent leurs repères, ils ne savent plus trop qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Donc, le livre avait comme objectif aussi d'expliquer aux gens que c'est beaucoup moins compliqué qu'on pense. Vous voulez quelques trucs dans l'alimentation, c'est simple. La moitié de votre assiette en légumes. Vous complétez l'autre moitié en premier lieu, si vous voulez considérer des produits céréaliers, c'est des produits de grains entiers. Les pâtes alimentaires, les produits céréaliers de grains entiers. Et par la suite, on considère en fait la viande avec avant tout la viande blanche et le poisson, la viande rouge très peu, quelques fois par mois. Donc, et on complète bien sûr avec des fruits autant que possible. On coupe tout ce qui est sucré, tout ce qui est sucre raffiné, parce qu'on sait aujourd'hui aussi que les sucres raffinés ont un effet très négatif sur les processus de vieillissement. Donc, l'alimentation, c'est pas si compliqué qu'on pense. Hein. Et encore là, il faut faire attention à l'alcool, en modération. L'alcool a un effet positif sur la santé. On a appris au cours des dernières années que la consommation de vin ou d'alcool a un impact sur les taux d'incidence de 9 types de cancers différents. Ça augmente l'incidence du cancer, mais à plus de 2 ou 3 consommations par jour. Autrement dit, dans l'alcool, on a une limite qui est quand même assez basse, qu'il ne faudrait pas traverser, en fait, pour ne pas avoir les effets négatifs de l'alcool, en fait, au niveau de la santé, et garder tout simplement les effets positifs. Donc, on pense de 1 à 2 consommations par jour. Donc, le livre avait pour but de donner beaucoup d'exemples, de simplifier les choses pour la population, mais aussi de permettre aux gens de mieux se connaître. En fait, dans le livre, vous avez une première section qui porte sur la biologie du vieillissement. Vous avez une section qui porte sur tout ce qu'on a appris des populations centenaires et un peu comme je vous disais tout à l'heure, l'importance de l'activité physique, en fait, leur personnalité. Et par la suite, vous avez le chapitre 3 qui va porter sur les principales molécules et ingrédients qui ont les effets les mieux documentés, les plus importants dans un contexte de vieillissement. On va parler entre autres de la lutéine pour la vision, on va parler de la mélatonine, l'importance du sommeil, on va parler du magnésium parce qu'ici au Canada, vous savez, on évalue que la population canadienne, on en a 50 % qui seraient carencés en magnésium. Eh bien, sachez en fait que suite aux multiples travaux qui ont eu lieu dans l'espace avec les cosmonautes, en fait, et la Station spatiale internationale, on a appris que le magnésium a un gros impact dans le vieillissement. Techniquement, les gens en carence de magnésium vieillissent plus vite que la normale. Donc, dans une population, on a 50 % qui est carencée en magnésium, c'est quand même préoccupant. Et tout le chapitre 4, donc c'est des exemples, mais le dernier chapitre du livre, le chapitre 4, porte le nom de votre cure de jouvence au quotidien. En fait, il faut savoir que dans le titre du livre, vous avez la mention du 20 ans que vous avez fait référence tout à l'heure. La promesse du 20 ans, c'est pas vivre 20 ans de plus au bout de la ligne, mais c'est vivre 20 ans de plus avec les capacités de profiter de la vie. Parce qu'on a découvert d'un point de vue scientifique, en fait, que chez l'humain, on aurait un plus ou moins 20 ans
qui correspondrait en fait à une période sur laquelle notre âge réel versus notre âge biologique serait différent. Donc, si vous voulez un cas de figure intéressant, là, j'ai un oncle, moi, dans ma famille, qui a 75 ans, capable de faire 30 km en vélo à tous les jours. Vous regardez ses paramètres de santé à ce monsieur-là, en fait, actuellement, là, et il ressemble de quelqu'un qui a 55 ans. Le 20 ans, il est là. En fait, on pourrait techniquement avoir 20 ans de moins que notre âge biologique si on faisait vraiment attention à nos habitudes de vie. Donc, le chapitre 4 du livre va vous permettre de mettre en application les connaissances du livre tous les jours, premièrement, en apprenant à vous connaître. Parce que ce qu'on a réalisé dans le domaine du vieillissement, qui est fort important, c'est que pour bien vieillir, il faut tout faire. Malheureusement, il faut tout faire. Et quand je parle de tout faire, c'est l'alimentation, l'activité physique, la gestion du stress, la vie sociale et être fondamentalement positif. La façon d'y arriver, parce que si on dit aux gens qu'il faut tout faire, ils vont rien faire, ça va de soi. Donc, la façon d'y arriver, c'est d'apprendre à se connaître de façon à mettre toutes les chances de notre côté à modifier en premier lieu les paramètres sur lesquels on va faire les gains les plus importants. Donc, ce que j'enseigne aux gens, c'est de se faire une liste de priorités en commençant par le premier, sur lequel les gains possibles sont les plus importants, se donner du temps, puis par la suite passer au suivant. Donc, il faut se donner du temps de toute façon. Et donc, le livre permet donc aux gens de mieux se connaître et de le mettre en application pour penser, en fait, mode de vie. Aujourd'hui, le prix Nobel de médecine a été attribué au travail de chercheurs sur le rythme circadien, l'importance du rythme circadien, donc du sommeil. Je pense que c'est aussi un élément important dans la prise en charge naturelle de nos patients, dans la prévention. Je ne sais pas si vous l'abordez également, cet aspect-là. Et effectivement, on a tout un chapitre qui est dédié à la mélatonine et aux connaissances qu'on a sur la mélatonine, l'importance du rythme circadien. Et je vous dirais que, pour vous donner un exemple de l'avancée qu'on a fait au niveau des connaissances dans le domaine du vieillissement, c'est un très bon exemple, la question de la mélatonine. On a noté, en fait, que les gens qui dorment 5 heures et moins par nuit ont des télomères plus courts. Et en fait, on a longtemps pensé que les télomères étaient des effecteurs dans le domaine du vieillissement, dans le sens où c'est des indicateurs de la durée de vie de nos cellules. Donc, si on rallonge nos télomères, les cellules vont durer plus longtemps et on va vivre plus longtemps. Et c'est faux. En fait, les télomères, il faut faire très attention. Ils ont un rôle à jouer. C'est un indicateur de la qualité de la cellule en tant que telle. Si la cellule est en bonne qualité, est en bonne santé, les télomères vont être plus longs, ce qui va permettre à la cellule de durer, oui, plus longtemps et de rester en santé plus longtemps. Mais si jamais la cellule est dans un mauvais processus de fonctionnement, elle est usée, elle est maganée, si on rallonge les télomères, on risque de causer des cancers, tout simplement. Et ça, c'est très bien connu. Donc, la connaissance qu'on a dans le domaine du vieillissement nous a permis de faire des liens de ce type-là entre la longueur des télomères et, entre autres, le vieillissement ou encore la longueur des télomères et l'alimentation. Mais effectivement, le sommeil est extrêmement important dans le processus de vieillissement. C'est la période dans laquelle on se répare. Il ne faut jamais l'oublier. Quel serait votre conseil auprès des soignants dans l'importance d'aborder justement ces dimensions? Peut-être les influencer dans leur choix. Je vous dirais que le premier pas à faire, je crois, c'est de leur dire à quel point nous ne sommes pas les esclaves de notre génétique, de un. Ça, c'est bien important, parce que la majorité des gens, quand ils se rendent compte que, ah oui, c'est pas juste une question de génétique, ils vont porter une plus grande attention à l'impact par la suite de la prévention. De donner des exemples sur la prévention, l'impact que la prévention peut avoir, c'est une très, très bonne idée. Il y a des études récentes qui ont été publiées, par exemple, je crois que c'est la Norvège ou c'est la Suède, je ne suis pas sûr exactement du pays. Ils ont suivi pendant 20 ans les taux de cholestérol de la population pour se rendre compte qu'il y avait eu une baisse vraiment significative au cours des 20 dernières années. 30% de la baisse est explicable par la prise des statines, 70% par l'amélioration des habitudes de vie. Et où on met nos efforts? Donc, je vous dirais un peu que dans le même principe que je vous disais que le livre a été conçu tout à l'heure, dans la pratique des professionnels de la santé, la première chose à faire est d'essayer de faire prendre conscience aux gens ils sont responsables de la façon dont ils vont vieillir, sont responsables de l'implication que ça va avoir dans leur vie. Et quand on parle de type d'impact que ça peut avoir, là, je vais vous donner un exemple. En Amérique du Nord, on a 85 ans à peu près d'espérance de vie en moyenne. C'est 85 ans la femme, 83 ans l'homme, malheureusement. Et
on va être, les études nous montrent en fait qu'on va être affecté par les maladies associées au vieillissement pendant une moyenne de 15 ans. Tandis que quand on regarde les populations centenaires et on regarde ce qu'on va appeler aujourd'hui un super centenaire, donc une personne qui va atteindre l'âge vénérable de 105, 110 ans, ces gens-là vont être affectés en moyenne pendant 6 ans des maladies associées au vieillissement. Autrement dit, ça ne veut pas se dire qu'ils vont se rendre à 100 ans avec la forme d'une personne de 20 ans, c'est pas ça. Mais ils vont se rendre à 100 ans avec les capacités de profiter pleinement de la vie, entièrement. Et quand ils vont commencer à ralentir, ils vont commencer à être impactés par les maladies associées au vieillissement. Maladies associées au vieillissement, hein, on parle des principales maladies de notre époque, les maladies cardiovasculaires, le diabète de type 2, les maladies dégénératives, entre autres. Et donc, quand ils vont commencer à être affectés par les maladies associées au vieillissement, ils vont dépérir très vite et ils vont mourir. Donc, il y a beaucoup de cas de ça. On voit des personnes de 90 ans à Okinawa, au Japon, qui font encore du vélo et qui sont encore actifs sexuellement. Donc, techniquement, c'est comme ça qu'on voudrait que ça se passe. Donc, les professionnels de santé aujourd'hui ont la possibilité d'essayer d'influencer la population à rester en santé beaucoup plus longtemps en leur donnant des exemples, en leur apprenant à mieux se connaître et en faisant un peu comme le principe que j'enseigne dans le livre, en fait, c'est de se faire une liste de priorités dans leur vie et de penser mode de vie. Eh bien, je vous remercie. C'est vraiment passionnant. Si vous deviez donner un dernier conseil à la jeune génération qui est confrontée aux modifications de mode de vie, quel pourrait être ce conseil? C'est une très bonne question. Je vous dirais que ce que je dis toujours aux gens, c'est que normalement, on devrait commencer par essayer d'être fondamentalement positif. Parce que de façon très centrale, quand on réussit à modifier, à être fondamentalement positif, à modifier notre façon de penser, ça aide sur toutes les autres facettes. Ça va aider sur la façon qu'on mange, ça va aider sur l'importance qu'on va accorder à l'activité physique, ça va nous aider à développer une vie sociale qui va être de plus grande qualité. Et ce que je raconte habituellement aux gens, c'est que la façon de cheminer vers un positivisme mieux appliqué dans notre vie de tous les jours, c'est de penser toujours qu'on a deux arbres dans notre vie. Le positivisme, c'est comme le positivisme et le négativisme, c'est comme avoir deux arbres dans notre vie, et celui qu'on va arroser le plus va tout simplement devenir dominant. Et c'est aussi simple que ça. À force de se pratiquer à développer le positivisme, c'est l'arbre du positivisme qui va devenir le plus gros, le plus important pour nous. Dr Simard, merci. C'est un plaisir. Voilà. Au revoir. Au revoir.